Je suis Lucas, 32 ans, et ma propre famille m'a complètement effacé de notre Noël familial afin qu'ils puissent secrètement comploter pour voler mes biens afin de rembourser les dettes de mon frère, l'enfant prodige. Avant de vous raconter comment je les ai légalement piégés sur ma propre terre, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été celui qui s'adaptait. J'étais l'amortisseur humain d'une famille qui déraillait constamment. Si l'heure du dîner changeait à la dernière minute parce que mon frère aîné Caleb était en retard, je réorganisais mon emploi du temps. Si mon père, Robert, me lançait ce regard sévère et inflexible à travers la table de la cuisine et prononçait sa phrase fétiche, « Tu sais comment il est, Lucas », je devais juste hocher la tête. Je devais hocher la tête comme si cela expliquait tout. J'ai joué ce rôle parfaitement pendant 3 décennies. Le plan de secours fiable, le filet de sécurité. Mais ce décembre-là, mon téléphone est resté complètement silencieux. Il n'y avait pas de message me demandant à quelle heure j'arriverais. Il n'y avait pas de discussion de groupe sur qui apportait la cocotte de haricots verts. Il n'y avait même pas un faux message poli de ma mère disant « On fait ça en petit comité cette année. J'espère que tu comprends. » Juste un silence assourdissant. J'ai passé la veille de Noël dans mon appartement, regardant la neige tomber sous la lueur ambrée des réverbères, me demandant si, par hasard, il y avait une panne de tour de téléphonie cellulaire. Au fond de moi, je savais mieux. Mon téléphone n'était pas cassé. C'était ma famille. J'ai découvert la vérité le jour de Noël grâce à une photo que ma tante Clara a postée sur ses réseaux sociaux. J'étais assis sur mon canapé, l'appartement silencieux, sirotant une tasse de café noir quand je suis tombé dessus. Mon pouce s'est figé sur l'écran. C'était une image haute définition parfaitement mise en scène. Il y avait mon père, Robert, coupant fièrement un énorme jambon glacé à la tête de la table. La bonne vaisselle en cristal était de sortie. Il y avait mon frère, Caleb, souriant au premier plan, portant un tout nouveau pull en cachemire. Ma mère Suzanne rayonnait à côté de lui, tenant un verre de vin. Tante Clara avait légendé « La famille, c'est tout ». Tellement béni d'avoir tous mes garçons réunis sous un même toit. Tous ces garçons, sauf moi. Cela aurait dû être vif. Cela aurait dû être comme un coup physique à la poitrine. Une trahison qui m'a coupé le souffle. Au lieu de cela, c'était incroyablement familier. C'était exactement comme appuyer sur une vieille ecchymose profonde que l'on a depuis si longtemps que votre cerveau n'enregistre presque plus la douleur. L'engourdissement était presque réconfortant. Je n'ai pas appelé mon père pour lui crier dessus. Je n'ai rien posté de passif-agressif dans la section des commentaires. Je n'ai pas bu une demi-bouteille de bourbon et envoyé un message texte furieux que je regretterais le lendemain matin. J'ai juste posé ma tasse de café sur le sous-verre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché un site immobilier et commencé à regarder les annonces de terrain dans le comté. J'en avais fini. J'avais économisé une part importante de mon salaire d'entreprise pendant des années, construisant tranquillement ma propre base tandis que ma famille dépensait tout ce qu'elle avait pour maintenir les apparences pour Caleb. L'après-midi du 26 décembre, je l'ai trouvé. Ce n'était rien de tape à accent grave-l'œil. C'était 200 acres de terre brute et tranquille à 1 heure des limites de la ville. Il y avait une clôture périphérique fanée, une grange solide mais patinée qui avait besoin de l'eau renfort, et une modeste cabane. Rien de glamour, mais c'était calme. Quand je suis allé la voir, l'air hivernal sentait le pin et le givre. J'ai parcouru la limite de la propriété avec l'ancien propriétaire, un homme âgé nommé Luc, qui voulait juste prendre sa retraite. J'ai fait une offre en espèces sur le champ. Quelques semaines plus tard, lorsque je me suis assis au bureau du cadastre et que j'ai signé les documents de clôture, ma main n'a pas tremblé. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis senti stable. Pour la toute première fois de ma vie, quelque chose portait mon nom sans l'approbation de mon père. Pas de co-signataire, pas de conseil non sollicité, juste le mien, titre clair, pas d'accès partagé, pas de détails à régler. Pour comprendre pourquoi l'achat d'un terrain isolé s'apparentait moins à un investissement qu'à une tactique de survie, il faut comprendre la dynamique dans laquelle j'ai grandi. Je n'étais pas seulement le deuxième fils. J'étais le plan de secours désigné pour la vie de Caleb. Caleb avait 3 ans de plus, il était plus bruyant, plus charismatique et totalement incapable de faire face aux conséquences de ses propres actions. Je me souviens avoir eu 18 ans, travaillant 50 heures par semaine dans une quincaillerie locale. Mes mains étaient en permanence calleuses et mes vêtements sentaient toujours la sueur de bois et le nettoyant industriel.
J'économisais chaque centime pour mon fonds d'études. Je voulais être ingénieur. Caleb, quant à lui, avait 21 ans et avait décidé que l'enseignement supérieur était une arnaque. Il voulait lancer une entreprise révolutionnaire de logistique de luxe. Il a convaincu mes parents de le soutenir. En 6 mois, il avait complètement percuté sa camionnette de livraison non assurée dans une devanture de magasin commercial après une nuit de forte consommation d'alcool. Pour régler les énormes dommages matériels et éviter la prison à Caleb, mes parents n'ont pas seulement épuisé leurs économies. Un soir, en rentrant d'une double équipe, j'ai trouvé un relevé bancaire sur le comptoir de la cuisine. Mon fonds d'études, un compte joint que mon père avait insisté pour gérer pour ma protection, était complètement vide. 25 000 $ partis. J'ai trouvé mon père dans le garage en train d'essuyer ses outils. Où est-il, ai-je exigé, ma voix se brisant. Où est l'argent de mes études? Mon père n'a même pas tressailli. Il a lentement posé sa clé à molette, a croisé les bras et a bloqué mon chemin. Ce n'est que de l'argent, Lucas, a-t-il dit, sa voix dure et intransigeante. La famille se serre les coudes quand les choses deviennent difficiles. Ton frère a des ennuis. Nous avons dû liquider les comptes pour régler avec le propriétaire du magasin. Nous nous occuperons de tes études plus tard. Ce « plus tard » n'est jamais venu. J'ai contracté des prêts étudiants brutaux. J'ai travaillé de nuit dans un entrepôt. J'ai décroché un diplôme en commerce tandis que Caleb passait d'une entreprise ratée à l'autre, atterrissant toujours en douceur sur le coussin financier que mes parents lui fournissaient. Mon père utilisait l'autorité et la colère pour me contrôler, mais ma mère Suzanne avait une stratégie complètement différente. C'était une manipulatrice secrète. Elle ne criait pas. Elle utilisait la culpabilité et le silence comme arme. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, les larmes commençaient. Elle ne discutait pas. Elle avait juste l'air incroyablement fragile, soupirait lourdement et quittait la pièce, vous laissant suffoquer sous la culpabilité d'avoir fait pleurer votre mère. Il y a quelques années, lorsque mon grand-père est décédé, les funérailles furent une triste affaire sous la pluie. Grand-père avait laissé un petit héritage à Caleb et à moi. Ce n'était pas une somme qui changeait la vie, mais c'était suffisant pour un bon apport sur une maison. Avant même que la terre ne soit tassée sur sa tombe, mes parents m'ont pris à part sur le parking de l'église. Caleb traversait alors un divorce brutalement difficile. Il se battait pour la garde de son fils, principalement par dépit envers son ex-femme, et il avait besoin d'argent pour engager un avocat de la famille très puissant. Lucas, s'il te plaît. Ma mère avait sangloté, serrant son mouchoir noir, le mascara coulant sur ses joues. Veux-tu que ton neveu grandisse dans un foyer brisé? L'avocat de Caleb a besoin d'une avance massive. Si tu ne cèdes pas ta part de l'héritage à ton frère, je ne sais pas comment je survivrai à ce stress. Mon cœur ne le supportera pas. Je suis resté sous la pluie, regardant les épaules tremblantes de ma mère et le regard plein d'attente de mon père. J'ai cédé. J'ai signé les papiers. Caleb a de toute façon perdu la garde parce qu'il a manqué 3 audiences et que l'argent s'est volatilisé. Le point de rupture absolu, le moment où le dernier fil s'est rompu avant l'exclusion de Noël, s'est produit aux alentours de Thanksgiving. Je venais de recevoir une promotion massive à mon poste d'entreprise. J'étais officiellement directeur principal avec un salaire qui me permettait enfin de respirer. Je suis allé dîner chez mes parents. Vraiment excité de partager la nouvelle. Je pensais que pour une fois ils seraient fiers de moi. Quand je suis entré dans la salle à manger, Caleb tenait le devant de la scène, se plaignant bruyamment de l'injustice de l'économie envers les entrepreneurs. Quand j'ai finalement trouvé une brèche dans la conversation pour mentionner ma promotion et mon nouveau salaire, mon père a littéralement agité la main en l'air pour me faire taire. Pas maintenant, Lucas, a-t-il dit, gardant les yeux rivés sur Caleb. Tu ne vois pas que ton frère traverse une période difficile avec sa trésorerie? Ne lui frotte pas ton succès d'entreprise au visage. C'est insensible. Je me suis assis à table en silence. J'ai fixé mon assiette de dinde sèche. La réalisation m'a frappé comme un poids physique. Pour ma famille, mon succès était une insulte directe aux échecs de Caleb. Mon indépendance était une menace. Alors, quand j'ai acheté le ranch de 200 acres, je savais exactement ce que je faisais. Je n'achetais pas seulement de l'immobilier. Je construisais une forteresse. Et parce que je connaissais la psychologie de ma famille mieux que quiconque, je savais que je ne pouvais pas seulement construire des murs physiques.
J'avais besoin d'un fossé juridique impénétrable. Avant même de déménager mon lit dans la cabane, j'ai engagé un avocat. Je n'ai pas engagé un avocat de quartier amical. J'ai engagé Matthew. Matthew était un ancien officier JAG, judge avocat général, de l'armée. Il ne faisait pas de blabla. Il ne se souciait pas des sentiments familiaux. Et il traitait exclusivement des contrats en béton et des réalités juridiques impitoyables. Je me suis assis en face de lui à son immense bureau en acajou et je lui ai remis l'acte de propriété. Je veux que vous examiniez chaque syllabe de ceci, lui ai-je dit. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas la moindre faille, servitude ou revendication ancestrale qui puisse être exploitée par ma famille. Matthew a parcouru les documents, ses yeux dardant derrière des lunettes à monture métallique. Il a repoussé le lourd dossier vers moi. Votre titre est inattaquable, Lucas. Vous êtes le seul propriétaire. Personne ne peut toucher cette terre sans votre consentement notarié explicite. Ma prochaine étape a été un magasin de fournitures électroniques. Mon bon ami David, qui installe des systèmes de sécurité commerciaux, est venu au ranch avec moi ce week-end-là. Nous avons passé 12 heures épuisantes à câbler tout le périmètre. Nous avons placé des caméras haute définition à détection de mouvement sur le portail principal, la grange, le porche est caché dans la lisière des arbres face à la route de comté. Je ne les ai pas installés parce que j'attendais des adolescents venant boire sur ma terre. Je les ai installés parce que j'en avais marre d'être surpris par ma propre famille. Une semaine après mon emménagement officiel, un véhicule de patrouille du comté blanc et marron a lentement roulé sur mon chemin de gravier, le shérif local est sorti. Un homme grand, aux larges épaules, nommé Carter, portant un uniforme impeccable et un chapeau à large bord. C'était la courtoisie d'une petite ville. Il aimait se présenter aux nouveaux propriétaires. Nous nous sommes tenus sur mon porche, le vent hivernal mordant nos vestes. Nous nous sommes serrés la main, sa poignée était ferme et calleuse. J'aime savoir qui est nouveau ici, a dit le shérif Carter, ajustant sa ceinture de service. C'est un comté tranquille. Nous aimons que ça reste ainsi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix entièrement plate. J'aime savoir qui fait respecter la propriété privée. Carter a fait une pause. Il m'a regardé, évaluant ma posture, puis il a jeté un coup d'œil désinvolte à la discrète dôme de caméra montée sous les avant-toits du toit du Porsche. Il a hoché la tête lentement. Il n'a pas demandé d'antécédent ni de drame familial. Il a compris plus en cet échange de 5 secondes que je n'aurais pu en expliquer en 1 heure. Vous avez ma carte, a dit le shérif Carter en tapotant le bord de son chapeau. Vous appelez, nous venons. À ce moment-là, debout sur mon propre porche, je me suis enfin senti en sécurité, mais je savais que le silence ne durerait pas. La tempête se préparait déjà. Le silence absolu de ma famille dura exactement 3 mois. Pendant 90 jours, je me suis réveillé au son du vent sifflant à travers les vieux chênes au lieu de mon téléphone vibrant avec une autre des urgences fabriquées de Caleb. J'ai passé mes week-ends à réparer le toit de la cabane, à renforcer la clôture périphérique et à défricher des décennies de broussailles. C'était un mardi matin de début mars. Le gel commençait juste à fondre, transformant les chemins de terre en une boue épaisse et lourde. J'étais près de la grange, portant de lourds gants de travail, luttant avec une charnière rouillée sur le portail principal. Mon téléphone a vibré dans la poche poitrine de ma chemise en flanelle. Je l'ai ignoré. Il a vibré de nouveau, puis une 3e fois. J'ai retiré un gant en cuir, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai regardé l'écran. L'identifiant de l'appelant affichait un seul mot, Robert, mon père. J'ai fixé ce nom pendant longtemps. Le vent hivernal est soudainement devenu beaucoup plus froid. Nous n'avions pas parlé depuis ce désastreux dîner de Thanksgiving où il m'avait dit de cacher ma promotion pour que Caleb ne se sente pas mal. Il n'y avait eu aucune excuse pour m'avoir complètement exclu de Noël. Pas de message de bonne année, juste un appel téléphonique soudain et exigeant un mardi au hasard. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il soit presque sur la messagerie vocale, j'ai pris une lente et profonde inspiration et j'ai appuyé sur accepter. Allô, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, n'offrant aucun levier émotionnel. Lucas, mon fils. La voix de mon père a retenti à travers le haut-parleur. Elle était anormalement forte, dégoulinante d'un enthousiasme jovial forcé qui m'a instantanément noué l'estomac. C'était le ton exact qu'un vendeur de voitures d'occasion utilise juste avant d'essayer de cacher une transmission cassée. Comment vas-tu?
Ta mère et moi t'avons tellement manqué ici. J'ai essuyé une trace de graisse de ma mâchoire avec le dos de ma main. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas dit, si vous me manquiez, pourquoi m'a-t-on interdit Noël? On ne peut pas négocier avec un manipulateur en utilisant la logique. Qu'est-ce que tu veux, papa? Il a ri, mais le son était faible, manquant de toute chaleur réelle. Allez. Un père ne peut-il pas juste appeler pour prendre des nouvelles de son plus jeune garçon? Écoute, nous avons entendu par la rumeur que tu avais en fait acheté des terres dans le comté, 200 acres, l'ancienne propriété de Luc, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il le savait. Ma tante Clara a probablement fait une recherche dans les registres publics desquels a réalisé que j'avais cessé d'aimer ses publications sur les réseaux sociaux. Oui, ai-je répondu calmement. C'est à moi. C'est ça. C'est juste génial, mon fils. Un investissement vraiment intelligent. Une lourde pause pleine de sous-entendus plana sur la ligne. Je pouvais l'entendre prendre une inspiration, changer de poids, préparant le pivot qu'il avait répété. Le fait est, Lucas, que cette terre pourrait être incroyablement utile pour nous tous en ce moment. Ton frère est. Eh bien, il essaie de se remettre sur pied. J'ai fermé les yeux. J'ai pressé mon front contre le métal froid et rouillé du portail. C'était toujours exactement le même script. Le récit ne faisait que se décaler légèrement pour s'adapter à la catastrophe actuelle. Parfois, c'était un mauvais marché. Parfois, c'était un patron injuste. Parfois, c'était un juge déraisonnable pendant ses audiences de garde. Le dénominateur commun était toujours l'incompétence de Caleb, mais c'était la seule vérité que mes parents refusaient violemment d'examiner. Caleb a ce nouveau projet de logistique commerciale massive en ligne de mire, a poursuivi mon père, sa voix s'accélérant, essayant de balayer toutes les objections potentielles. C'est une mine d'or garantie, Lucas, mais les banques sont ridicules en ce qui concerne les garanties. Elles n'approuveront pas le prêt commercial. Je ne vends pas, papa, ai-je dit. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas une offre initiale. C'était un mur de béton. Attends. Calme-toi et ne te précipite pas. Il a claqué, son ton, perdant immédiatement sa fausse gaieté et passant à cette vitesse familière et autoritaire. Il était déjà en train de recadrer la réalité pour répondre à ses besoins. Tu n'as pas à penser à cela comme une vente, Lucas. Pense-y comme un partenariat familial. Pense-y comme une aide. Tu utilises la valeur de cette terre. Caleb obtient son prêt. L'entreprise décolle et tout le monde y gagne. Nous sommes une famille. Tu es juste assis là dans les bois à jouer au cow-boy de toute façon. Ne faisant absolument rien de tout cet espace. Non, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas essayé d'expliquer que cette terre était mon sanctuaire. J'ai juste dit non et j'ai laissé le silence s'installer sur la ligne téléphonique. J'ai laissé l'air mort s'étirer longuement et lourdement, le forçant à s'asseoir dans l'inconfort extrême de mon refus. Il s'est raclé la gorge agressivement. Lucas, tu dois te souvenir de qui t'a élevé. Nous t'avons logé. Nous nous attendons à ce que tu interviennes. Il a mis fin à l'appel juste après cela. Il n'a pas raccroché en rage. Il a raccroché poliment. Trop poliment. C'est à ce moment-là que toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête ont sonné en même temps. Mon père ne reculait jamais aussi facilement. S'il se retirait d'une dispute, cela signifiait qu'il me flanquait. Je ne suis pas retourné réparer le portail. Je suis allé directement dans ma cabane, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai composé le numéro de Matthew. Matthew, mon avocat JAG, a répondu au deuxième coup. Vance, a-t-il dit sèchement. Matthew, c'est Lucas. Mon père vient de m'appeler pour me demander de mettre à profit mes 200 acres pour financer une nouvelle entreprise pour mon frère Caleb. Il a reculé beaucoup trop vite quand j'ai dit non. Il prévoit quelque chose et je dois savoir exactement de quel genre de feu mon frère fuit cette fois. Donnez-moi 48 heures, a dit Matthew. Et la ligne est devenue morte. Il m'a rappelé exactement 36 heures plus tard. J'étais assis à ma table de cuisine, sirotant une tasse de café, regardant la pluie battre contre la vitre. Lucas, a commencé Matthew, sa voix cliniquement détachée, complètement dépourvue de toute délicatesse. J'ai consulté les dossiers judiciaires publics et effectué une vérification discrète des actifs de vos parents. La situation n'est pas seulement mauvaise. C'est une catastrophe, un désastre sans précédent.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle entreprise. Il s'agit d'éviter la prison fédérale à votre frère. Ma prise sur ma tasse de café s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Dis-moi tout. Ce fut le premier rebondissement majeur. Caleb n'avait pas simplement rencontré un petit problème financier. Il avait complètement détruit sa dernière entreprise. Il s'était associé à un homme nommé Samuel, un entrepreneur travailleur qui avait investi toutes ses économies dans la vision de Caleb. Au lieu d'utiliser les fonds pour sécuriser les baux d'entrepôt et les camions, Caleb avait systématiquement siphonné les comptes de l'entreprise. Il a utilisé l'argent de Samuel pour louer des voitures de luxe, acheter des vêtements de marque et financer des voyages extravagants le week-end à Vegas afin de projeter l'image d'un PDG prospère. Lorsque l'entreprise s'est inévitablement effondrée, Samuel n'a pas simplement tourné le dos. Il a engagé un expert comptable judiciaire. Samuel a intenté une action en justice civile dévastatrice pour fraude et détournement de fonds, a expliqué Matthew, le son des touches de clavier résonnant en arrière-plan. Caleb se noie dans les frais de justice et le juge cherche à geler tous les actifs qu'il lui reste. Mais voici la partie qui vous concerne, Lucas. J'ai dégluti difficilement. Ma gorge était comme du papier de verre. Mes parents. Oui, a dit Matthew d'un air sombre. Les comptes bancaires de vos parents sont complètement à sec. J'ai consulté les registres fonciers du comté. Votre père a contracté une deuxième hypothèque à taux élevés sur sa maison il y a 6 mois. Ils ont complètement liquidé leurs 2 comptes de retraite 401K. Il ne leur reste aucun actif liquide. Ils ont brûlé tout leur avenir financier pour payer les premières avances légales de Caleb et empêcher le procès de paraître dans les journaux locaux. Je suis resté parfaitement immobile, fixant le grain de la table en bois. Soudain, les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante, la photo de Noël, le silence radio absolu. Ils ne m'avaient pas exclu de Noël parce qu'ils m'avaient oublié. Ils ne m'avaient pas invité parce qu'ils étaient trop occupés à paniquer. Ils étaient assis autour de cette table parfaitement décorée, fixant leur faillite imminente, élaborant des stratégies. Ils ont vu mon nouveau salaire d'entreprise. Ils ont vu ma promotion. Ils ont vu mon indépendance financière absolue. Et ils ont réalisé que j'étais le seul radeau de sauvetage restant sur leur navire en perdition. Vos 200 acres, a poursuivi Matthew. Ce n'est pas une garantie pour une nouvelle entreprise. Ils veulent forcer une vente, liquider votre terrain et utiliser votre argent pour régler le procès de Samuel avant qu'il n'aille en justice et ne détruise la vie de Caleb. Ils venaient chercher mon sanctuaire pour payer les péchés de mon frère. Merci, Matthew, ai-je dit doucement. Je vous recontacterai. La tension au cours de la semaine suivante était insupportable. Je me sentais comme un soldat assis dans une tranchée, attendant un tir d'artillerie dont je savais qu'il allait arriver, mais sans savoir exactement quand. J'ai vérifié de manière obsessionnelle les flux des caméras de sécurité que mon ami David avait installées. Chaque fois qu'un écureuil passait devant le capteur de mouvement, mon cœur martelait mes côtes. L'attaque est finalement arrivée un jeudi matin. Le ciel était d'un bleu clair éclatant et le soleil commençait à peine à dissiper la rosée du matin. J'étais assis sur les marches du porche d'entrée, lassant mes lourdes bottes de travail en cuir, lorsque mon téléphone a sonné. Une notification urgente et stridente. Détection de mouvement de la caméra du portail avant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert le flux en direct. Un véhicule venait de quitter l'autoroute à 2 voies du comté et roulait sur mon long chemin de gravier. Ce n'était pas une camionnette de livraison égarée. C'était un Porsche SUV massif, élégant et entièrement noir, avec des plaques d'immatriculation personnalisées et brillantes. Il avait l'air absolument ridicule ici. Il ressemblait à un vaisseau spatial essayant d'atterrir dans un champ de maïs. La peinture brillante reflétait le soleil du matin, laissant derrière elle un énorme et arrogant nuage de poussière blanche alors qu'il accélérait sur mon chemin, ignorant complètement les panneaux de propriété privée, accès interdit, que j'avais cloués au poteau de clôture. J'ai instantanément reconnu le conducteur à travers le pare-brise teinté. C'était Robert. Caleb était sur le siège passager. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas couru à l'intérieur et verrouillé le pen dormant. Un calme froid et absolu m'a envahi. C'était le calme d'un homme qui avait déjà fait le deuil de sa famille et qui ne faisait maintenant que faire face à leurs fantômes. Je me suis levé, j'ai brossé la terre de mes genoux de jean et j'ai regardé la Porsche s'arrêter brusquement près du côté de ma grange. J'ai descendu les marches du Porsche en bois et je me suis tenu complètement à découvert,
les mains lâchement dans mes poches, observant la chorégraphie que j'avais connue toute ma vie. Mon père est sorti du côté conducteur le premier. Il portait une veste de sport coûteuse sur mesure sur une chemise boutonnée. Il a boutonné agressivement sa veste, a bombé le torse et a commencé à scanner ma propriété d'un regard nauséabondement possessif, évaluant le bois, les dépendances, la superficie. Caleb a suivi. Il est sorti du côté passager, portant des lunettes de soleil d'aviateur de marque et une veste en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il avait l'air incroyablement pâle et épuisé, mais il réussissait toujours à regarder ma ferme avec un dédain absolu. Puis la porte arrière du SUV s'est ouverte. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant est sortie. Elle avait la fin de la quarantaine, portait un blazer rouge vif très structuré et des talons aux immaculés qui s'enfonçaient immédiatement d'un pouce dans la terre meuble de la ferme. Elle serrait un épais presse-papier en cuir contre sa poitrine. Un agent immobilier. Il n'avait pas appelé pour demander si j'étais là. Il n'avait pas demandé la permission d'amener un étranger sur ma terre. Ils avaient simplement supposé. Ils avaient supposé que l'ancien Lucas, le plan de secours complaisant, terrifié, désireux de plaire, vivait toujours en moi, prêt à céder dès que mon père élèverait la voix. Je suis resté ferme près du bord du gravier, laissant le soleil du matin réchauffer mon dos. Je les ai regardés marcher vers moi. Mon père menait la charge, marchant de cette démarche lourde et autoritaire qu'il utilisait pour intimider les gérants de restaurants et les jeunes employés de banque. Caleb planait juste au-dessus de son épaule droite, exécutant parfaitement son rôle de prince assiégé et tragique qui avait désespérément besoin d'être sauvé. L'agent immobilier, la femme au blazer rouge, les suivait légèrement, ses yeux dardant avidement sur la vaste étendue de terrain, calculant pratiquement sa commission en temps réel. Quand mon père a finalement croisé mon regard, il n'a pas semblé le moins du monde embarrassé. Il n'avait pas l'air d'un homme qui s'introduisait dans le sanctuaire de son fils séparé. Il a affiché un immense sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, bien Lucas, tu es là » a-t-il appelé, écartant les bras comme s'il s'apprêtait à une chaleureuse étreinte paternelle. Bien qu'il se soit commodément arrêté à une bonne dizaine de pieds de moi, je n'ai pas bougé un seul muscle. Mon expression faciale n'a pas changé. J'habite ici, papa. Où serais-je d'autre ? Il a complètement ignoré la limite dans ma voix. Il a juste agité la main de manière désinvolte vers la femme qui se tenait derrière lui. Lucas, voici Evelyne. C'est l'une des meilleures agents commerciaux et résidentiels de la ville. Nous avons pensé qu'il serait préférable d'avoir un vrai professionnel ici pour examiner physiquement la terre et faire des comparaisons. Evelyne s'est avancée, offrant un sourire millionnaire très poli et exercé. Elle a tendu une main manucurée. Mais comme je n'ai pas tendu la main pour la serrer, elle l'a laissé tomber doucement le long de son corps et a commencé son discours. C'était une tactique de vente agressive et rapide, conçue pour submerger complètement l'auditeur avec du jargon d'entreprise avant qu'il ne puisse formuler une objection. Lucas, c'est un plaisir absolu de vous rencontrer enfin, a dit Evelyne, sa voix dégoulinante de douceur artificielle. Votre père a mentionné que vous étiez ouvert à l'exploration de stratégies de sortie lucratives concernant cette parcelle. Je dois vous dire que le marché ici est incroyablement favorable en ce moment. Les promoteurs immobiliers de la ville poussent agressivement au-delà des limites du comté. En regardant la topographie, nous pourrions facilement découper ce terrain de 200 acres en 45 domaines équestres de luxe. Le retour sur investissement serait absolument stupéfiant. Nous avons juste besoin de régler les documents de mise en vente initiaux, d'autoriser un arpenteur à venir la semaine prochaine, et nous pouvons. Je ne vends pas, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Je n'ai pas crié, mais la finalité absolue et indéniable de mon ton a traversé son discours d'entreprise répété comme une machette. Evelyne a physiquement vacillé. Son sourire professionnel a glissé d'une fraction de pouce, révélant une confusion authentique sous le maquillage. Elle a cligné des yeux rapidement, ses yeux dardant de côté pour regarder mon père. Oh, eh bien, j'avais la stricte impression que la famille était. Il veut juste comprendre les chiffres concrets en premier, Evelyne, a interrompu mon père en douceur, me lançant un regard d'avertissement féroce. Il m'a de nouveau fait un signe de la main, me traitant comme un adolescent têtu et ingrat faisant une crise devant des invités. Lucas, ne sois pas difficile. Nous avons juste une conversation préliminaire sur les opportunités familiales. Tu dois garder l'esprit ouvert. Caleb a décidé que c'était son signal pour entrer en scène. Il a lentement retiré ses lunettes de soleil de créateur, adoptant une expression d'épuisement profond et tragique.
Il a regardé au-delà de moi, fixant dramatiquement la lisière des arbres comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Lucas, mec, allez. J'ai juste besoin d'une chance, a dit Caleb, sa voix baissant d'un octave, dégoulinante d'une vulnérabilité feinte. Les choses ont vraiment mal tourné avec mon dernier partenaire. Ce n'était pas ma faute. D'accord, Samuel m'a totalement arnaqué sur le plan comptable. Les avocats me saignent à blanc. Si nous utilisons juste ce terrain, si nous n'en mettons que la moitié en vente, je peux éponger les dettes de l'entreprise, régler le procès et relancer la firme. Je jure devant Dieu que je te rembourserai avec intérêt. Tu sais, je suis digne de confiance. Nous sommes frères, mec. Tu es assis ici au milieu de nulle part, ne faisant absolument rien de tout cet espace. Sois raisonnable. J'ai regardé Caleb. J'ai regardé la coûteuse veste en cuir achetée avec de l'argent volé et les cernes sous ses yeux nés du stress qu'il avait créé. J'ai reconnu le scénario si parfaitement que cela m'a presque donné la nausée. Pendant des décennies, j'avais joué mon rôle assigné dans cette pièce tragique exacte. La culpabilité, les promesses vides de remboursement, l'attente absolue que je me sacrifierais volontiers juste pour garder Caleb au chaud. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Je possède cette terre en pleine propriété, Caleb, ai-je dit. Ma voix était calme, plate et entièrement dépourvue de toute émotion qu'il pourrait utiliser comme une arme. Je ne la mets pas en gage. Je ne la subdivise pas pour des domaines équestres. Je ne vends pas un seul brin d'herbe. Il n'y a absolument rien à discuter. Le faux sourire diplomatique a complètement disparu du visage de mon père. Le masque du patriarche riche et autoritaire a glissé, révélant l'homme furieux et complètement désespéré en dessous. Il a fait un pas lourd et agressif vers moi, ses bottes grinçant sur le gravier. Il a baissé la voix à ce registre grave et dangereux qu'il utilisait quand j'avais 12 ans, et il avait besoin d'une obéissance absolue sans faire de scène en public. Tu n'as pas besoin de tout ça, Lucas. Mon père a sifflé, pointant un doigt raide directement sur ma poitrine. Ça ne fait que prendre la poussière. Ton frère est face à une ruine financière absolue. Tu me comprends? Il pourrait aller en prison fédérale, bon sang. Tu as un poste de cadre supérieur. Tu as un salaire énorme. Tu as toute ta vie devant toi. Tu es incroyablement et incroyablement égoïste en ce moment. Voilà, le mot magique, égoïste. Dans le dictionnaire tordu de ma famille, égoïste ne signifiait pas que vous étiez avide. Cela signifiait simplement que vous ne donniez pas la priorité à Caleb par rapport à votre propre survie physique et mentale. C'était le mot que ma mère utilisait quand je demandais à garder mon fonds d'études. C'était le mot que mon père utilisait quand je lui demandais de reconnaître ma promotion. J'ai regardé mon père. J'ai regardé les rides profondes autour de ses yeux, le désespoir absolu dans sa posture rigide, la sueur qui se formait sur son front malgré l'air frais de mars. Je ne me suis pas senti intimidé. Je n'ai pas ressenti l'envie de me rabaisser pour qu'il se sente plus grand. Je me suis juste senti incroyablement profondément fatigué de son existence dans ma vie. Ça ne fait pas que prendre la poussière, ai-je répondu doucement, croisant son regard furieux sans ciller. C'est à moi, a expiré mon père brusquement, un son de pur dégoût, son visage prenant une teinte laide et marbrée de rouge foncé, les veines de son cou bombées contre son col. Il a fait un autre pas en avant, essayant d'envahir physiquement mon espace, essayant d'utiliser sa taille et sa présence pour me forcer à reculer. Écoute-moi, petit ingrat. Mon père a commencé à crier, ses mains se serrant en poing sur les côtés. C'est à ce moment précis que j'ai joué ma carte. Je n'ai pas élevé la voix ni reculé. J'ai simplement hoché la tête une fois. Puis j'ai légèrement levé ma main droite vers l'allée. C'est à ce moment exact qu'ils ont enfin remarqué le deuxième véhicule garé en toute sécurité au-delà de la ligne de clôture. C'était un grand véhicule de patrouille avec les marquages du comté peint en beige et marron. Le shérif Carter est sorti lentement du véhicule, ajustant son chapeau à large bord contre le soleil éclatant du matin. L'atmosphère entière dans la cour s'est fracturée instantanément. La posture de l'agent immobilier a immédiatement changé, passant d'une vendeuse confiante à quelqu'un de profondément paniqué. Mon père s'est raidi, la couleur drainant complètement de son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père, sa voix tremblante alors que son masque d'autorité glissait. « Clarté » ai-je dit, ma voix parfaitement calme. Juste à ce moment-là, Matthew, mon avocat JAG, s'est avancé de l'ombre du porche de la cabane.
Je lui avais demandé d'être présent la veille, en lui envoyant un court échange de mails qui s'était terminé par mon avertissement, il pourrait essayer quelque chose de procédural. Il a descendu les marches en bois, tenant un dossier cartonné, l'air soigné, organisé et entièrement indifférent. Il n'a pas regardé mon père ni mon frère. Il a croisé le regard directement avec Evelyne, l'agent immobilier. Le titre est uniquement au nom de mon client, a dit Matthew calmement, sa voix tranchant la lourde tension comme un procureur militaire. Il n'y a aucune base légale pour lister, commercialiser ou impliquer une autorité partagée sur cette propriété. Toute tentative de procéder sans consentement pourrait être considérée comme une fausse déclaration frauduleuse. Le mot « frauduleuse » a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. C'était une menace directe et calculée contre la licence d'agent immobilier d'Evelyne et toute sa subsistance. Le shérif Carter s'est approché de nous, s'arrêtant juste assez près pour rendre visible la frontière physique entre ma famille et moi. Il n'était ni agressif ni théâtral. Il n'a pas posé sa main sur son arme. Je suis ici pour m'assurer que personne ne se sente sous pression sur sa propre propriété, a dit le shérif, son ton clair, neutre et incroyablement public. Evelyne a fermé son dossier en cuir la première avec un claquement sec. Elle a réalisé instantanément que mon père lui avait menti pour utiliser sa crédibilité. Je n'étais pas au courant de la structure complète de la propriété, a-t-elle dit prudemment, refusant de regarder mon père. Je vais me retirer. Elle est rapidement retournée au SUV sans leur dire un mot de plus. Elle a complètement abandonné leur navire en perdition. Mon frère Caleb semblait plus petit d'une certaine manière, dépouillé de son arrogance et de l'illusion de sa richesse imminente. Il n'était pas embarrassé, juste complètement déplacé. Il ressemblait à un homme paniqué, noyé sous les dettes, dont le dernier canot de sauvetage venait d'être légalement détruit. C'est le moment qui a tout changé quand j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Merci d'être resté patiemment avec moi jusqu'à ce point. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous avez fait ce voyage avec moi. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Mon père, tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité absolue, a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle du récit. Tu ferais venir les forces de l'ordre contre ta propre famille, m'a-t-il craché. Je n'ai pas du tout élevé la voix. J'ai juste délivré la vérité absolue. Vous avez fait venir un agent immobilier pour vendre un terrain que vous ne possédez pas, ai-je répondu calmement. Un silence absolu est tombé sur la cour. La présence du shérif n'était pas bruyante, mais elle était indubitable et inébranlable. Si mon père et mon frère restaient plus longtemps après qu'on leur ait dit qu'ils n'avaient aucune base légale, cela devenait une intrusion criminelle. S'ils se disputaient avec l'insigne, cela devenait un rapport de police formel. Mon père m'a regardé comme s'il recalculait quelque chose de fondamental. Pour la première fois de sa vie, il a réalisé qu'il n'avait pas affaire à sa propre autorité. Il avait affaire à mon autonomie absolue. Le calcul l'a terrifié. Il a hoché la tête d'un air raide, s'est retourné et est retourné au véhicule. Caleb l'a suivi juste derrière sans me dire un mot. Mon père a mis le Porsche SUV en marche arrière, reculant sur le chemin de gravier beaucoup plus lentement qu'il n'était arrivé. Il n'y avait pas de nuage agressif de triomphe. La poussière blanche s'est déposée progressivement sur le chemin de terre après qu'il soit enfin parti. Le ranch s'est soudainement senti plus grand. Je ne me suis pas senti victorieux, juste incroyablement plus calme. Le poids écrasant que j'avais porté depuis l'enfance avait entièrement disparu. Matthew m'a tendu le dossier juridique. Vous avez bien géré cela, m'a-t-il dit avec un léger signe de tête respectueux. Je ne voulais pas de scène, ai-je dit, poussant un soupir que je sentais avoir retenu depuis 20 ans. Vous n'en avez pas fait une, a répondu mon avocat. Le shérif Carter m'a salué d'un coup de chapeau avant de retourner à son véhicule. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, a-t-il proposé. Et c'était vraiment tout. Pas de cris, pas de menaces vides, pas d'effondrement dramatique. Juste une limite ferme et indéniable maintenue en place. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche en bois, complètement seul avec une boisson fraîche à la main. Le ciel sombre au-dessus de la propriété était plus vaste que tout ce sous quoi j'avais grandi en ville. Les étoiles étaient brillantes, non diluées par la lumière de la ville,
et l'air vif n'était pas façonné par les lourdes attentes des autres. Je pensais que je me sentirais puissant après avoir complètement vaincu le complot de mon père et tenu bon. Au lieu de cela, alors que j'étais assis là, j'ai ressenti quelque chose de plus doux. C'était du chagrin, peut-être, non pas pour la terre ou l'argent, mais pour la version de mon père qui ne s'est jamais adapté quand j'ai finalement cessé d'être un garçon de 12 ans. J'ai pleuré pour les années que j'ai passées à traduire mon amour pour eux en obéissance aveugle. J'ai pleuré pour l'invitation de Noël qui n'est jamais venue et la clarté brutale absolue qui l'a suivie. Je n'ai rien gagné ce jour-là. J'ai juste arrêté de perdre. Et quand le vent nocturne se déplaçait régulièrement à travers la lourde clôture, insouciant et libre, j'ai réalisé quelque chose de simple. Ma famille pouvait encore raconter son histoire tordue sur moi à n'importe qui en ville si elle le voulait, mais elle ne raconterait plus jamais cette histoire sur ma terre. Les jours qui ont immédiatement suivi cette confrontation massive dans mon allée ont été parmi les jours les plus étranges et les plus surréalistes de toute ma vie. Lorsque vous passez 32 ans de votre existence entièrement préparé à un impact, vivant avec vos épaules en permanence tendues et votre estomac constamment noué, l'absence soudaine et absolue de chaos semble incroyablement forte. Cela semble presque anormal. Pendant les 2 premières semaines, je me réveillais encore à 5 heures du matin avec le cœur battant, cherchant instinctivement mon téléphone sur la table de chevet. M'attendant pleinement à un barrage de messages textes en colère ou à un message vocal de ma mère pleurant sur la façon dont j'avais détruit la famille. Mais l'écran de mon téléphone était toujours vide. Le silence persistait. Le printemps a finalement commencé à percer le sol dur et gelé de l'hiver du comté. La boue épaisse et lourde de mon ranch de 200 acres a lentement commencé à sécher, se transformant en une terre solide, exploitable et riche en nutriments. L'air a commencé à sentir différemment ici. Il ne sentait pas les gaz d'échappement de la ville ou l'air rassis recyclé de la salle à manger suffocante de mes parents. Il sentait les aiguilles de pin humides, la terre fraîche et la liberté absolue et indéniable. J'ai conservé mon emploi exigeant en entreprise, travaillant à distance depuis le lourd bureau en chêne de ma cabane pendant la semaine. J'ai défendu mon salaire et mon indépendance financière avec acharnement, sachant que c'était l'armure qui me protégeait. Mais mes week-ends, mes matins tôt et mes soirées tard appartenaient entièrement à la terre. J'ai pris une partie de mes économies et j'ai acheté un petit troupeau de bovins angus noirs. Ce n'était qu'une douzaine de têtes pour commencer, suffisamment pour commencer à paître la pâture inférieure et apporter une vraie vie à la propriété. Le travail physique requis pour exploiter un terrain de cette taille est intense. Cela vous brise. J'ai passé des heures à réparer des kilomètres de clôtures barbelées, à transporter de lourds sacs de 50 livres de céréales et d'aliments, et à balancer un marteau en acier jusqu'à ce que mes avant-bras brûlent et que mes mains soient couvertes de callosités épaisses et rugueuses. Mais j'ai rapidement réalisé quelque chose de profond. L'épuisement physique du travail de ranch était un genre d'épuisement propre. C'était honnête. Vous mettiez du travail et vous voyez les résultats tangibles immédiats de votre travail. La clôture était droite. Le bétail était nourri. Le toit ne fuyait plus. C'était l'exact opposé de la fatigue émotionnelle écrasante et sans fin de l'âme à essayer de raisonner avec des gens complètement déraisonnables. Dans ma famille, vous pouviez y mettre tout votre cœur, votre fond d'études, votre temps et votre raison dans un problème. Et le lendemain matin, le trou serait de nouveau complètement vide, exigeant plus. Ici, la terre ne me mentait pas. Le bétail n'essayait pas de me manipuler. Le bois n'a pas me demandé de compromettre mes limites. Bien sûr, les retombées d'un système familial profondément toxique ne s'évaporent pas instantanément dans le vent. Les systèmes toxiques sont comme un virus. Lorsqu'ils rencontrent un système immunitaire fort, ils mutent et tentent de trouver un nouveau moyen de vous infecter. Ils tentent de trouver une porte dérobée. La porte dérobée de ma famille est apparue sous la forme de mes parents éloignés, les « flying monkeys », les intermédiaires manipulés. Cela a commencé environ 3 semaines après que mon père et Caleb soient partis vaincus. J'étais assis sur mon porche d'entrée, essuyant la graisse noire du tracteur de mes mains avec un vieux chiffon, regardant le soleil commencer à plonger sous l'horizon. Mon téléphone portable a vibré violemment contre la balustrade en bois. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran. C'était un énorme message texte de ma cousine Sarah. Sarah avait toujours été la commère désignée de la famille. C'était elle qui aimait attiser les potins, recueillir des informations et observer le drame se dérouler à une distance sûre et confortable. Elle n'a jamais réellement aidé financièrement qui que ce soit, mais elle avait toujours une opinion incroyablement forte sur ce que tout le monde devrait faire.
Le message était un mur solide de texte agressif et chargé émotionnellement, complètement dépourvu de toute ponctuation, de saut de paragraphe ou d'empathie humaine de base. Elle a écrit « Lucas, comment as-tu pu faire ça à tes propres parents ? Oncle Robert a eu un léger épisode cardiaque hier à cause du stress absolu que tu lui as causé en appelant la police contre lui. Tu as ce gros salaire d'entreprise, et tu es juste assis là à thésauriser 200 acres de terre tandis que Caleb est sur le point de tout perdre, son avocat le lâche parce qu'il ne peut pas payer. Et ta mère est une épave absolue. Tu déchires toute cette famille à cause de la pure cupidité et de l'entêtement. Tu dois les appeler tout de suite. Excuse-toi et arrange ça avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lu le message 2 fois. Je suis resté parfaitement immobile, fixant l'écran lumineux de mon téléphone, la lumière blanche éclatante contrastant fortement avec le paisible crépuscule qui s'installait sur mes champs. Il y a 10 ans, un message exactement comme ça m'aurait envoyé dans une spirale de panique hyperventilante totale. J'aurais ressenti le poids écrasant immédiat de la culpabilité. J'aurais cru que j'étais responsable de la tension artérielle de mon père. Il y a 5 ans, j'aurais passé 2 heures épuisantes à faire les 100 pas dans mon appartement, rédigeant une réponse méticuleusement logique en plusieurs paragraphes. J'aurais détaillé les dettes héritées, les opportunités volées de Caleb, le fond d'études ruiné et la réalité brutale des documents juridiques que mon avocat, Matthew, avait découverts. J'aurais désespérément essayé de faire comprendre à Sarah mon point de vue. J'aurais supplié qu'elle voie la vérité. Mais assis sur mon porche ce soir-là, avec la terre sur mes bottes et l'acte de propriété en sécurité dans mon lourd coffre-fort en fer, je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'un profond et accablant sentiment de pitié. J'ai regardé les mots sur l'écran. Déchirer cette famille. Pure cupidité. Je n'ai pas tapé une seule lettre en réponse. Je n'ai pas essayé de défendre mon caractère ou d'expliquer la loi. Je n'ai pas rappelé le Noël dont j'avais été exclu ou la promotion que l'on m'avait dit de cacher. J'ai juste tapé en haut de l'écran, sélectionné son profil de contact, fait défiler jusqu'en bas, où il y avait des lettres rouges, et appuyé sur « Bloquer ». C'était aussi simple que cela. Un seul appui ferme de mon pouce et elle avait disparu de ma réalité pour toujours. Le silence numérique qui a suivi était incroyablement doux. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la balustrade du porche, j'ai pris ma boisson fraîche et j'ai regardé mes bovins angus noirs se déplacer lentement le long de la ligne d'horizon alors que les étoiles commençaient à apparaître. J'apprenais enfin vraiment la leçon la plus précieuse de l'âge adulte. Je n'avais pas à participer à chaque dispute à laquelle j'étais invité. Je n'avais pas à défendre ma paix auprès de personnes qui s'engageaient à me mal comprendre. Mais la réalité écrasante finale de la situation de ma famille n'est pas arrivée par un message texte en colère d'une cousine. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire à l'intérieur de ma boîte aux lettres en aluminium au bout de la longue route de Comté. C'était fin avril. Les pluies de printemps avaient transformé le paysage en une teinte brillante et vibrante de vert. J'avais juste conduit mon camion sur l'autoroute principale pour récupérer le courrier de la semaine. Mélangé à quelques catalogues de fournitures de tracteurs, une facture d'eau et quelques courriers indésirables, il y avait une enveloppe blanche standard. Mon nom et mon adresse étaient écrits sur le devant dans une écriture cursive tremblante, frénétique et incroyablement familière. Il n'y avait pas d'adresse de retour estampillée dans le coin, mais je n'en avais pas besoin. J'ai reconnu l'écriture instantanément. C'était ma mère, Suzanne. Je ne l'ai pas ouverte à la boîte aux lettres. Je ne voulais pas la lire debout près de l'autoroute avec des voitures qui passaient. Je l'ai jetée sur le siège passager de mon camion, j'ai remonté le kilomètre de mon chemin de gravier, je me suis garé près de la grange et je suis entré dans ma cabane. J'ai pris mon temps. Je me suis versé une tasse de café noir de la cafetière. Je me suis dirigé vers la lourde table de cuisine en chêne, je me suis assis et j'ai utilisé mon couteau de poche pour ouvrir proprement le haut de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 pages de papier ligné jaune. Elles étaient couvertes de par en par d'encre bleue frénétique, fortement pressée et maculée. C'était le 3e et dernier rebondissement majeur de toute ma saga familiale. Et la réalité absolue de cela m'a frappé plus fort que la colère de mon père n'aurait jamais pu le faire. Ma mère ne m'a pas écrit pour s'excuser de m'avoir exclu de la photo de Noël de la famille. Elle n'a pas écrit pour demander comment allait mon travail ou comment le ranch progressait ou si j'étais en bonne santé. Elle a écrit une confession financière complète, désespérée et dévastatrice. Lucas, la lettre commençait. Les lettres déchiquetées et pressées. Je ne sais plus vers qui me tourner. Ton père est entièrement trop fier pour te dire la vérité sur ce qui se passe,
et sa fierté va nous tuer. Nous perdons la maison. La banque a envoyé l'avis final de saisie mardi matin. J'ai serré fermement le bord du papier, mes yeux parcourant les mots frénétiques, sentant un œuf froid se former serré au creux de mon estomac. Nous n'avons pas seulement contracté une deuxième hypothèque pour aider Caleb avec son entreprise de logistique. Elle a écrit, la vérité se répand enfin sur la page sans le filtre de la présentation arrogante de mon père. Quand Samuel a intenté cette massive action en justice civile contre ton frère pour fraude, l'avocat de la défense de Caleb a exigé une avance que nous n'avions tout simplement pas en espèces. Alors, j'ai agi derrière le dos de ton père. Je suis allé à la banque et j'ai signé les papiers pour liquider complètement toute ma pension d'enseignante. Et quand cela n'a pas suffi à couvrir les frais de justice continue, j'ai contracté un prêt hypothécaire inversé prédateur sur la maison. Je pensais que nous pouvions gagner l'affaire. Je croyais vraiment que Caleb était innocent et qu'il remettrait son entreprise sur les rails et nous rembourserait tout avec intérêt. Mais l'avocat a juste vidé les comptes mois après mois, et Caleb a quand même perdu le procès. Le juge a statué contre lui. Il ne nous reste absolument rien, Lucas. Les comptes sont complètement à découvert. La cote de crédit de ton père est détruite. Ma retraite a complètement, entièrement disparu. J'ai arrêté de lire un instant. J'ai levé les yeux du papier jaune et j'ai fixé le grain de la table en bois. Ma poitrine était vide, comme si quelqu'un avait pris une pelle rouillée et avait creusé mes côtes. L'ampleur insondable de leur suicide financier était stupéfiante à comprendre. Ils avaient littéralement versé de l'essence sur leur propre maison, allumé une allumette et brûlé tout leur avenir pour garder mon frère au chaud un hiver de plus. Ils ont sacrifié des décennies de travail acharné pour un homme qui ne se présenterait même pas à ses propres audiences de garde pendant son divorce. Je me suis forcé à regarder de nouveau et à lire la dernière page. S'il te plaît, Lucas, la lettre suppliait. L'encre bleue était physiquement maculée et boursouflée au bas de la page où des larmes avaient clairement touché le papier. Je te supplie en tant que ta mère, la femme qui t'a donné la vie. Je ne te demande plus de donner la terre à Caleb. Je sais que c'est trop demandé, mais s'il te plaît, vends juste 20 acres. Vends juste une petite parcelle de ton immense ranch pour que ton père et moi puissions nous permettre d'acheter un petit condo en ville directement. Si la banque nous expulse le mois prochain, nous serons à la rue. Il ne nous reste aucune économie pour même louer un appartement. Je sais que nous n'avons pas été des parents parfaits. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais tu ne peux pas laisser ta propre mère devenir sans abri pendant que tu es assis sur 200 acres de terre vide. Tu es un bon garçon. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu auras lu ceci. J'ai lentement posé les 3 pages sur la table de la cuisine. Le silence à l'intérieur de la cabane était absolu, lourd et profond. Le seul son au monde était le tic-tac rythmique de l'horloge murale et le faible bourdonnement régulier du réfrigérateur. Je n'ai pas ressenti une soudaine poussée de joie vindicative. Je n'ai pas ressenti l'envie de brandir mon poing en l'air et de rire de leur chute ultime. Je ne me suis pas senti victorieux. J'ai juste ressenti une tristesse profonde, lourde et incroyablement suffocante. C'était la réalité tragique ultime de la personne qui permettait. Mes parents n'aimaient pas Caleb plus qu'ils ne m'aimaient. Pas vraiment. Ils étaient simplement entièrement dépendants du processus de le sauver. Caleb était un immense trou noir de besoins financiers et émotionnels. Et mes parents avaient volontiers attaché une lourde corde autour de leur propre taille et sauté directement dans l'abîme après lui. Et maintenant, alors qu'ils touchaient enfin le fond, ils voulaient que je leur jette aussi une corde. Ils voulaient que je vende le seul endroit sûr que j'avais jamais connu. Ils voulaient que je liquide le seul actif qui était purement légalement le mien, juste pour financer leur dépendance continue aux échecs de Caleb. Si je vendais 20 acres aujourd'hui pour leur acheter un condo, cela ne réglerait pas le problème de fond. L'année prochaine, Caleb se retrouverait dans un autre pétrin juridique et ils hypothéqueraient le condo. Puis il viendrait me pleurer, suppliant pour 10 acres de plus pour payer ses frais de justice pour un nouveau plan. Puis 10 de plus, puis 20 de plus. Il grignoterait mon sanctuaire petit à petit, acre par acre, jusqu'à ce qu'il ne me reste absolument plus rien et que nous nous noyions tous ensemble dans l'obscurité. J'ai pris ma tasse de café. Le liquide noir était devenu complètement froid. Je me suis levé de la table, j'ai ramassé les 3 pages de papier juridique jaune et j'ai traversé la pièce jusqu'au lourd poêle à bois en fonte assis dans le coin de mon salon. Il restait encore quelques braises chaudes et oranges vifs rougeoyant profondément dans les cendres du feu que j'avais allumé la veille. J'ai ouvert la lourde porte métallique. J'ai frotté une longue allumette en bois contre la trembrique,
j'ai tenu la flamme au coin de la lettre de ma mère et j'ai regardé le feu prendre. J'ai laissé tomber le papier en feu dans le poêle. Je suis resté là et j'ai regardé les flammes jaunes et bleues brillantes courber les bords des pages, consommant ses supplications désespérées et manipulatrices, transformant sa culpabilité instrumentalisée en fragile cendre noire qui s'envolait par la cheminée. J'ai fermé la porte en fer d'un coup sec et ferme. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas contacté mon avocat pour envoyer une réponse formelle. J'ai laissé le silence absolu et ininterrompu de mon ranch être ma réponse finale. J'ai franchi la porte d'entrée de ma cabane et je suis monté sur le porche en bois. Le soleil du matin se levait maintenant complètement au-dessus de la lisière des arbres, peignant le vaste ciel du Texas de teintes brillantes et larges d'orange, de rose et d'or. L'air était vif et pur. J'ai pris mes lourds gants de travail en cuir sur la balustrade. J'ai pris mon lourd marteau en acier et un sac en toile rempli de gros clous. J'avais 200 pieds de clôture périphérique près du ruisseau qui avait besoin de renfort avant que le bétail ne puisse être déplacé en toute sécurité vers la pâture supérieure pour l'été. Chaque coup de ce lourd marteau ressemblait à une ponctuation physique définitive à la fin d'une très longue et très douloureuse phrase. J'ai enfoncé les lourds clous en acier profondément dans les épais poteaux de bois patiné. Bang! 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 Le son a résonné à travers les champs vides. Je ne construisais pas seulement une barrière physique pour protéger mon bétail des prédateurs. Je construisais un mur psychologique et émotionnel permanent entre ma réalité paisible et durement gagnée et leur désastre chaotique et auto-infligé. Je construisais une vie et un héritage que personne ne pourrait jamais voler, manipuler, culpabiliser ou utiliser. Je leur avais enfin survécu. J'étais complètement, absolument libre. Les mois se sont lentement transformés en une année complète. Les saisons ont changé tout le paysage de mon ranch en de belles et dramatiques envolées. J'ai regardé l'herbe verte brillante et vibrante du printemps se transformer lentement en tiges dorées, sèches et cassantes de la fin de l'été sous le soleil brûlant. J'ai regardé les feuilles d'automne tomber, et enfin, j'ai accueilli à nouveau le calme silencieux, gelé et limpide de l'hiver. J'ai célébré mon premier Noël au ranch entièrement seul. C'était sans aucun doute le meilleur Noël de toute ma vie. Il n'y avait pas de gigantesque jambon parfaitement glacé au centre d'une salle à manger tendue. Il n'y avait pas de belle vaisselle en cristal coûteuse sur la table. Il n'y avait pas de faux sourires, pas de conversation forcée sur les succès futurs imaginaires de Caleb et pas d'insultes subtiles dirigées contre ma carrière. Au lieu de cela, je suis allé dans la cuisine et je me suis préparé une épaisse coupe de steak de première qualité, à la poêle en fonte, saisie au beurre et à l'ail sur un feu ouvert. Je me suis versé un verre très généreux de bourbon incroyablement bon, j'ai enfilé une épaisse veste en laine et je me suis assis sur mon porche d'entrée enveloppé dans une lourde couverture. Alors que j'étais assis là, mangeant mon dîner dans le froid glacial, regardant la vaste étendue sombre de ma propre propriété, contemplant un ciel nocturne si complètement étouffé d'étoiles qu'il ressemblait à du sel renversé sur du velours noir, j'ai enfin compris la vérité absolue sur mon voyage. Lorsque vous grandissez dans un système familial profondément dysfonctionnel et manipulateur, la société vous nourrit constamment de ce récit toxique incroyablement dominant. Les films, les émissions de télévision et les amis bien intentionnés vous disent constamment que la famille est tout. Ils vous disent que le sang est plus épais que l'eau. Ils vous martèlent dans la tête que vous avez une obligation morale absolue et incassable de pardonner chaque transgression, de passer outre chaque trahison et de sacrifier votre propre bonheur, peu importe à quel point cela détruit votre propre vie et votre propre avenir. C'est un mensonge. C'est un mensonge dangereux et réconfortant conçu spécifiquement pour maintenir les victimes piégées dans la même pièce que leurs agresseurs. C'est un mensonge conçu pour vous faire sentir coupable de vouloir simplement survivre. Je n'ai pas gagné un trophée doré brillant le jour où mon père et Caleb sont partis de ma propriété dans leur SUV noir loué. Je n'ai pas reçu de médaille d'honneur pour avoir engagé un avocat âgé et m'être tenu derrière un shérif de comté. Je n'ai pas guéri magiquement instantanément 32 ans de profonde négligence émotionnelle, d'abus financiers et de manipulation psychologique. Les cicatrices de mon fonds d'études volées et de l'héritage que j'ai été forcé de céder n'ont pas simplement disparu. J'ai juste simplement arrêté de perdre. J'ai finalement cessé de mettre ma main nue sur un poêle brûlant et de m'attendre à ne pas me brûler. Cette fois, j'ai cessé d'essayer désespérément d'acheter l'amour, le respect et l'approbation d'un père qui ne me considérait que comme un guichet automatique pratique et un plan de secours. J'ai cessé d'essayer de raisonner logiquement avec une mère qui utilisait ses larmes et sa fragilité comme arme pour financer le style de vie destructeur et sans fin de mon frère. Ils ont fini par perdre leur maison. Je ne l'ai pas appris d'eux,
et je ne l'ai pas appris de ma cousine Sarah. Je l'ai découvert des mois plus tard grâce au registre public du comté en ligne. La banque a saisi, la maison a été vendue aux enchères, et ils ont été contraints de déménager dans un petit appartement exigu de 2 chambres dans le mauvais quartier de la ville. Caleb a finalement fait face à des accusations de fraude fédérale pour ses pratiques commerciales. Sans que mes parents aient les énormes actifs financiers pour engager des avocats de la défense coûteux et faiseurs de miracles pour retarder les tribunaux, la réalité absolue de ses actions l'a finalement rattrapé. L'enfant prodige, pour la première fois de ses 35 ans de vie, a finalement dû se tenir sous la pluie glaciale et affronter la tempête sans parapluie. Parfois, tard dans la nuit, quand le vent hivernal hurle férocement autour des coins en bois de ma cabane et que le feu brûle faiblement dans le poêle, je pense à eux. Je pense à mon père, ma mère et Caleb assis dans ce petit appartement exigu de la ville. Je sais exactement ce qu'ils font. Je connais le script exact qu'ils jouent. Ils sont assis autour d'une table en stratifie bon marché, buvant du café instantané bon marché. Et ils racontent une histoire. Ils racontent une histoire sur un fils cupide, sans cœur, incroyablement égoïste et arrogant nommé Lucas. Ils le racontent aux voisins. Ils le racontent aux parents éloignés. Ils racontent à quiconque veut bien écouter comment j'ai complètement abandonné ma propre chair et mon propre sang dans leur heure de besoin la plus sombre et la plus désespérée. Ils tissent un récit magnifiquement tragique et dramatique où ils sont les victimes parfaitement innocentes d'une économie cruelle, de la malchance et d'un système juridique vicieux. Et je suis le méchant ultime. Le monstre thésaurisant 200 acres de terre de premier choix par pure méchanceté inaltérée. Ils ont besoin de cette histoire. Ils en ont besoin pour survivre à la réalité de ce qu'ils se sont fait. Mais alors que je suis assis sur mon porche, écoutant la respiration calme et régulière de mon bétail se reposant dans la grange, sentant le bois solide et inamovible de ma propre maison sous mes bottes, je réalise quelque chose d'incroyablement puissant, une vérité qui m'apporte une paix absolue. Ils peuvent raconter leur histoire tordue et fabriquée de victimisation au monde entier s'ils le veulent. Ils peuvent me dépeindre comme le diable à chaque personne dans cette ville, mais ils ne raconteront plus jamais cette histoire sur ma terre. Maintenant, avant de prendre congé pour la journée, je veux prendre un moment pour reculer et vous regarder, vous, les gens qui êtes restés avec moi, qui avez écouté ma voix et qui avez traversé tout ce voyage émotionnel avec moi. Si vous tirez une quelconque valeur éducative, une leçon pratique réelle de l'histoire de l'effondrement de ma famille et de mon évasion, je veux que ce soit cette vérité incroyablement importante. S'éloigner d'une situation toxique et abusive n'est pas un crime. Ce n'est pas un acte de cruauté. Ce n'est pas un acte d'égoïsme. C'est l'acte nécessaire ultime d'auto-préservation. Dans votre vie, vous rencontrerez inévitablement des gens, parfois vos propres parents, parfois vos frères et sœurs, parfois vos amis les plus âgés et les plus dignes de confiance qui se noient activement dans les conséquences directes de leur propre terrible choix. Ils agiteront les bras. Ils crieront à l'aide. Ils pleureront. Et ils exigeront que vous sautiez dans l'eau glacée et violente pour les sauver. Mais vous devez apprendre à reconnaître la différence vitale entre quelqu'un qui a vraiment besoin d'un coup de main pour se remettre sur pied et quelqu'un qui cherche juste un corps solide sur lequel se tenir pour garder sa propre tête hors de l'eau quelques minutes de plus. Ceux qui permettent et manipulent ne veulent pas que vous répariez la racine du problème. Ils veulent simplement que vous financiez leur dysfonctionnement. Établir une limite inattaquable, regarder quelqu'un dans les yeux et dire non et refuser complètement de l'expliquer ou de le justifier est souvent la chose la plus aimante et la plus puissante que vous puissiez faire pour vous-même. Vous ne devez à personne votre santé mentale. Vous ne devez à personne votre sécurité financière durement gagnée, votre salaire ou votre tranquillité d'esprit simplement parce que vous partagez une lignée ou un nom de famille. Votre vie est votre propriété. Votre esprit est votre sanctuaire. Assurez-vous que votre titre est propre et défendez farouchement vos frontières. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles dans la section des commentaires ci-dessous. Quel a été votre principal enseignement ou la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise de mon histoire aujourd'hui? Comment avez-vous géré l'établissement de limites strictes avec des personnes toxiques dans votre propre vie? Vos histoires m'inspirent. Ou si vous êtes simplement d'accord avec le message que j'ai partagé aujourd'hui et que vous souhaitez soutenir l'algorithme de la chaîne, commentez simplement le mot « bien » ci-dessous pour que je sache que cette histoire vous a apporté une réelle valeur tangible. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci pour votre temps. Et je vous verrai dans le prochain.